La semaine dernière marque un tournant décisif de l'histoire du monde d'après-guerre froide. En effet, dans une déclaration grave, Vladimir Poutine a informé le monde que la guerre par procuration qui dure depuis 3 ans en Ukraine avait désormais atteint une dimension mondiale. La responsabilité de cette situation désastreuse incombe entièrement aux dirigeants élitistes des États-Unis et à leurs complices britanniques. Il provoque une catastrophe mondiale dans une tentative désespérée de sauver leur empire hégémonique. L'annonce faite par Poutine le 21 novembre est intervenue quelques heures seulement après que la Russie a lancé une frappe de représailles contre l'agression anglo-américaine. Le nouveau missile balistique hypersonique russe a détruit un centre de munitions à Dnepropetrovsk, dans le centre de l'Ukraine. Ce missile, à armement conventionnel appelé Oreshnik, a été déployé au combat pour la première fois. Il a lancé plusieurs ogives à une vitesse de Mach 10. Il n'existe aucune défense aérienne contre une arme aussi unique. La L'attaque de Rechnik a été lancée en réponse aux tirs de missiles à longue portée effectués par les États-Unis et le Royaume-Uni les 19 et 21 novembre contre le territoire de la Fédération de Russie avant le conflit. Il ne fait aucun doute que les forces américaines et britanniques ont été directement impliquées, car comme l'a souligné Moscou, le régime ukrainien ne dispose pas du personnel ni des capacités logistiques nécessaires pour utiliser ces systèmes d'armes avancés de l'OTAN. La conclusion est sans appel. Le monde est à l'aube d'une troisième guerre mondiale, une guerre qui se transformerait inévitablement en une conflagration nucléaire et précipiterait la fin de la vie sur Terre. Le mal auquel l'humanité est confrontée est ahurissant. De manière ridicule, ou peut-être plus exactement diabolique, les hommes politiques et les médias occidentaux condamnent la Russie pour l'escalade de la violence. Leurs accusations sont en contradiction flagrante avec les faits. On trompe l'opinion publique occidentale sur le déroulement et les causes de la guerre. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont attaqué la Russie avec des missiles à longue portée depuis le territoire ukrainien. Les missiles Attack-MS et Storm Shadow ont visé les régions de Bryansk et de Koursk, dans l'ouest de la Russie. Les missiles américains ont été abattus par la défense aérienne russe, tandis que le missile de croisière britannique Storm Shadow a fait des morts à Koursk. Ce déchaînement de violence a marqué un acte de guerre ouvert de la part des États-Unis et du Royaume-Uni contre la Russie. Le président Poutine a donc déclaré que la guerre par procuration en Ukraine avait désormais pris une dimension mondiale. Ainsi, dans le contexte où les Occidentaux viennent de franchir une ligne rouge hautement symbolique en autorisant l'armée ukrainienne à frapper l'intérieur du territoire russe, le monde, notamment l'Europe, est-il en phase de vivre un holocauste nucléaire? Cette possibilité est-elle plausible? Pour discuter de toutes ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le général Dominique Delaward, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Mon général, bonjour et merci d'avoir accepté encore une fois de nous accorder cet entretien. Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, mon général, les dirigeants américains et britanniques ont poursuivi cette agression alors même que la Russie avait explicitement averti il y a plusieurs semaines que le déploiement de telles armes contre le territoire russe serait considéré par Moscou comme un acte de guerre. Et alors, cette agression a également eu lieu quelques heures seulement après que la Russie eut révisé sa doctrine de défense nucléaire le 19 novembre, définissant que l'utilisation d'armes conventionnelles à longue portée provenant du territoire d'un État non nucléaire, l'Ukraine en l'occurrence, et fournies par des États nucléaires, les États-Unis et la Grande-Bretagne, constituerait une attaque conjointe, donnant ainsi à la Russie le droit de riposter par la force nucléaire. Alors, général de Delaware,
la situation est-elle donc entrée dans le domaine d'une guerre mondiale nucléaire? Non, alors, en ce qui me concerne, je ne le pense pas du tout. C'est une opinion qui se fonde sur le fait que j'observe les réactions de Vladimir Poutine, le chef d'État de la Fédération de Russie. C'est un homme mesuré, c'est un joueur d'échecs. On est dans le grand théâtre géopolitique mondial, et c'est un homme qui proportionnera toujours sa réponse à l'agression de l'adversaire, quel qu'il soit. Donc, je ne vois pas Poutine initier la guerre nucléaire, ce que voudraient peut-être les néoconservateurs américains et anglo-saxons d'une manière générale, ou occidentaux d'une manière générale. Donc, je ne pense pas que Poutine rentre dans ce jeu. C'est lui le maître du jeu. Et actuellement, il a les bonnes ripostes. Et j'avoue que je me délecte parfois de voir les coups sur l'échiquier mondial, les coups portés par Vladimir Poutine, comme celui de la frappe Oreshnik, et de voir la panique et les ripostes en désordre, les ripostes mal pensées, mal exécutées de l'Occident otanien. Donc pour Alors l'instant, je le par rapport répète, à ça, mon général, euh, est-ce que, parce que la partie russe a averti ou a alerté la partie otanienne ou les États-Unis qu'ils allaient tirer ce missile bien avant d'actionner le système de mise à feu pour que les pays occidentaux et l'OTAN ne considèrent pas ça comme une attaque contre lui. Et quand on regarde les missiles qu'ils soient donc Atacams ou Storm Shadow, là où ils sont tombés, donc ils n'ont pas visé des villes comme disent les médias. Ils ont visé des installations militaires et cinq de ces missiles ont été donc fait sauter en l'air. Est-ce que c'est ça donc qui vous laisse que dire que nous sommes dans une espèce de théâtre où on joue à l'escalade, mais in fine, c'est pour arriver dans les prochains jours, notamment, espérons-le bien, quand Trump deviendra le 47e président des États-Unis, à un accord de paix et à un accord de sécurité en Europe. mais je pense que dans le jeu mené par les Occidentaux, il y a aussi cette, ces obstacles qu'on essaye de mettre à la future présidence Trump. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre le président Trump dans une situation telle qu'il ne puisse pas réaliser les efforts de paix qu'il a dit qu'il ferait Oui. vis-à-vis de la Russie. Donc, on essaye de pousser le conflit toujours un petit peu plus loin pour voir si par hasard la Russie ne commettrait pas un acte jugé irréparable et impardonnable par la coalition occidentale. C'est ça qu'on cherche à faire, pousser Vladimir Poutine dans ses retranchements. Enfin, tout ça, ça devient dérisoire, parce que entre les gamins, y compris Biden, qui est tout âgé et expérimenté qu'il est supposé être, hein, en matière politique, par rapport à Vladimir Poutine, qui a, lui, un quart de siècle au sommet de l'État russe, hein, on ne joue pas dans la même cour. On a quelqu'un d'extrêmement expérimenté d'un côté et des amateurs, je dirais, de l'autre. Les amateurs, bon, un Macron, un Scholz, un Justement, Starmer, par rapport à ça, général de Laward, Sébastien Lecornu, donc le ministre de la Défense français, a promis, donc dans ce contexte-là, hein, de livrer des missiles antiaériens et d'autres armes à l'Ukraine utilisant le revenu des avoirs russes gelés. Donc, les Français ont-ils vraiment des lignes rouges par rapport non, à mais ce qui ça, se passe?
c'est le grand jeu de nos politiques néocons français, hein. Ce sont de pauvres gens, ils comprennent pas grand-chose à pas grand-chose, hein, et ce sont vraiment ce que je qualifierais de nuls, hein, nuls en politique étrangère, nuls comme ministre de la Défense. Je pense pas qu'on ait eu un ministre aussi nul que celui qu'on a aujourd'hui, mais nous, en France, les nuls, on les conserve très longtemps, hein. Par exemple, Monsieur le maire qui a ruiné la France de 1000 milliards de dettes et qu'on a gardé 7 ans comme ministre de l'économie. Un Ouais. ministre qui ne savait pas combien de mètres carrés il y a dans un hectare, hein, qui avait dû apprendre à l'école tout autre chose qu'à lire, à écrire et à compter. Hein. Peut-être avait-il appris la théorie du genre déjà à son époque, puisqu'il écrit des bouquins croustillants, hein, de cul, on va le dire, hein, Ouais, ouais. sur... voilà. D'accord. Et de ce point de vue aussi, en quoi le fait que Macron, par exemple, se soit approché de Lavrov et lui ait serré la main lors du sommet du G20, inquiète-t-il, donc indique-t-il la duplicité des dirigeants français et la volonté de jouer les deux tableaux, ou c'est juste... Non, euh, j'imagine que M. Macron commence à s'apercevoir qu'il a fait fausse route, hein, et il se demande désespérément, comme beaucoup de dirigeants européens, hein, comment ils vont se sortir d'affaires, surtout après l'arrivée de Trump. Puisque si Trump se désengage, l'Union européenne va se trouver devant un problème, c'est-à-dire toutes les déclarations bellicistes qu'elle a faites pendant 2 ans ou trois, hein, et que faire? Que faire alors que le roi est nu, hein? C'est-à-dire que l'Union européenne est nue. Elle n'a pas d'armée. Les, les armées de la composante Union européenne de l'OTAN, hein, sont des additions de faiblesse, hein. Ce sont des armées sous-dimensionnées, hein, sous-équipées, sous-entraînées, qui n'ont pas de réserve. Bon, ce sont des additions de faiblesse, hein, et c'est pas avec ça qu'on peut espérer l'emporter contre la Russie. Tout le monde le sait, hein, même les militaires français doivent le savoir, hein. Enfin, ceux qui savent faire ce qu'on appelle une balance des potentiels. Le potentiel de la Russie aujourd'hui n'a jamais été aussi fort, hein, et les troupes s'entraînent tous les jours. Les nouveaux matériels s'expérimentent tous les jours. On l'a vu avec Oreshnik. Oreshnik, c'est un nouveau matériel. Hein. Poutine a joint l'utile à l'agréable, c'est-à-dire il a expérimenté un matériel, ce qui lui a évité de l'expérimenter sur un pas de tir quelque part en Russie. Il a expérimenté en réel, hein, et il a fait en plus, il a passé un message très fort, hein. ouais. Donc bon, c'est certain que D'accord. nos dirigeants ne font pas le poids, hein. Je regrette, c'est triste à dire pour moi, hein, mais jamais, je pense, on a eu un personnel politique aussi pauvre et aussi bas de niveau, hein, que celui qu'on a aujourd'hui, hein. Jamais. D'accord. Alors, compte tenu de l'agression lancée par les États-Unis et la Grande-Bretagne avec leurs missiles attaques MS et Storm Shadow, la Russie a le droit légal de frapper ces territoires et tout autre territoire de l'OTAN, normalement, selon la nouvelle doctrine. Et la Russie a choisi de ne pas le faire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, pour l'instant, en tout cas, limitant la cible de son missile Oreshnik au territoire ukrainien et sans toucher les civils. C'est juste, ils ont visé une usine de fabrication de matériel militaire. Et la suite des événements dans les jours à venir dépend des États-Unis et de leurs partenaires de l'OTAN. Et jusqu'à présent, la Maison-Blanche et le Pentagone ont cherché irrationnellement à imputer la responsabilité de l'escalade à Moscou et affirment que les États-Unis continueront de déployer des missiles de longue portée depuis l'Ukraine contre le territoire russe. Alors, général Delavin, loin de se montrer plus incisive, la Russie a fait preuve d'une incroyable retenue et patience face aux provocations incessantes des États-Unis et de l'OTAN depuis plusieurs mois, alors voire plusieurs années. Mais jusqu'où ira la patience des autorités russes? Moi, je pense que la patience des autorités russes est infinie, hein, tant qu'elle ne se sentira pas euh, vraiment agressée avec des dommages importants, hein. Elle va continuer et essayer d'atteindre déjà le, l'arrivée de Trump. Mais la patience des Russes a également un autre objectif, hein. Moi, je le dis et je le répète à chaque fois, hein.
cette guerre n'est pas seulement une guerre militaire. Ce bras de fer, on est déjà depuis longtemps, depuis le début, depuis le 22 février 2000, 2022, hein, on est dans un bras de fer économique mondial. Et donc la guerre économique est déjà mondiale depuis pas mal de temps. Et cette guerre, c'est le temps qui permet aujourd'hui à la Russie et aux BRICS de l'emporter de manière très nette. Hein. D'un côté, un monde s'effondre tous les jours un peu plus, et de l'autre, un monde s'éveille tous les jours un peu plus. Et c'est ce qui est en train de se produire. Donc Poutine a intérêt à être patient, à laisser du temps au temps, à riposter proportionnellement et de manière mesurée à chaque fois. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, en mer Rouge ou dans l'océan Indien, on voit un navire de l'OTAN, peut-être britannique, hein, parce que les Britanniques sont les plus hargneux dans l'OTAN, hein, qu'on voit un bateau détruit par un missile Houthi qui viendrait d'on ne sait où, qui aurait été guidé par on ne sait qui, hein, en juste riposte à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Hein. C'est-à-dire qu'un bateau, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'un navire de guerre britannique soit coulé, hein, avec son équipage, hein, par, par un missile outil qui passerait par là par hasard, hein, et qui serait probablement guidé par d'autres personnels que par des outils. Hein, ça Ouais. serait la réponse du berger à la bergère. Hein, et donc, voilà comment je vois une des possibles Alors, ripostes. par rapport à ça, il y a c'est Dmitri Medvedev, donc le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, qui a fait une déclaration euh, récemment où il dit que la menace, si jamais il y a un transfert d'armes nucléaires au régime de Kiev, cela serait considéré comme une préparation à un conflit nucléaire avec la Russie. Et donc, je le cite, il dit le transfert effectif d'armes nucléaires, c'est-à-dire de ces armes, peut être assimilé à un acte d'attaque accompli contre notre pays au sens du paragraphe 19 des fondements de la politique de l'État. Donc, 19 des principes fondamentaux de la politique de l'État dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Et puis, il rajoute, les conséquences sont évidentes. C'est-à-dire que, évidemment, ce sera un conflit nucléaire. Quel commentaire ferez-vous par rapport à ça? Oui, là, je pense que s'il y avait transfert d'armes nucléaires à l'Ukraine, là, on rentre dans le dur. Hein. C'est-à-dire que ça serait bien autre chose que l'envoi de quelques Storm Shadow ou Scalp sur le territoire russe qui se font détruire. Ça serait quelque chose d'extrêmement grave, beaucoup plus grave, hein, que tout ce qui est arrivé. Et je pense que là, ça serait un acte de guerre qui justifierait une frappe préemptive, hein, sur les sur les installations ukrainiennes susceptibles de recevoir ce genre de matériel. Hein. Donc là, je pense qu'on arriverait effectivement, mais ça serait créé par l'OTAN. Hein. Si l'OTAN veut que la guerre soit nucléaire, elle le sera. Hein. Mais je ne pense pas que l'OTAN ait intérêt à ce genre d'affaires. Et là, je pense aussi que le territoire du pays qui aurait fourni l'arme nucléaire à l'Ukraine serait directement menacé. Et je pense que Poutine n'aurait pas de gants à prendre. Hein. Il serait légitime à le faire. Parce que s'il ne le fait pas, c'est la sécurité même de la Russie qui est en jeu. Hein. Laissez les D'accord. Occidentaux jouer dans la cour de récréation avec tout va bien. Mais à partir du moment où ils mettent en jeu des armes nucléaire, à ce moment-là, moi, je ne sais pas, hein, j'essaye de me mettre dans la peau de Vladimir Poutine et je me dis que il faudrait réagir et il faudrait réagir de manière nucléaire sur les installations, pas forcément seulement sur l'Ukraine, hein, sur le territoire du pays ou sur un bâtiment significatif, hein, du pays qui aurait fourni l'arme nucléaire à l'Ukraine. Hein. D'accord. Donc, la patience a des limites. Hein, et Ouais. je pense que l'Occident est toujours en train de pousser la Russie jusqu'au bout. Mais il y a un moment ou un autre où il va bien falloir que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. J'espère que ce sera de la manière la plus
pacifique possible. D'accord. Alors maintenant, général de Lavande, j'aimerais bien vous poser une question un peu, dirons, disons, un peu essayer de le voir du point de vue américain, ce qui se passe là. Et j'aimerais avoir votre avis sur cette idée. Alors, il est toutefois donc très inquiétant de constater que la classe dirigeante occidentale semble avoir perdu la raison. Et l'hégémonie américaine donc, est confrontée à une crise existentielle en raison de son effondrement, comme vous le disiez tout à l'heure, en tant que puissance mondiale et de la perte de sa suprématie impériale. Et puis, déclencher donc une guerre avec la Russie, même jusqu'à la catastrophe, semble être la seule façon pour le système impérialiste occidental dirigé par les États-Unis de réagir. Et là, il est significatif que l'administration Biden ne soit qu'à quelques semaines de quitter le pouvoir en disgrâce. Le nouveau président Donald Trump s'est engagé à mettre fin au conflit en Ukraine par des négociations rapides, mais l'État profond américain se trouve donc dans une situation difficile. En choisissant Trump, les Américains ont voté en grande partie par rejet de l'administration Biden, du Parti démocrate, de son adhésion servile au bellicisme endémique de l'État profond. Alors, général de Laval, est-ce que ce qui s'est passé là en Ukraine n'est pas un reflet d'une lutte en réalité à l'intérieur des États-Unis? Est-ce que ce n'est pas un reflet, c'est un effet miroir d'une crise qui est en train ou d'un bras de fer qui est en train de se passer à l'intérieur des États-Unis? Donc, avant l'investiture de Trump le 20 janvier, la classe dirigeante américaine fait-elle désespérément pression pour déclencher une guerre par procuration en Ukraine afin d'empêcher un règlement négocié ou même d'empêcher Trump de prendre tout simplement ses fonctions en instaurant la loi martiale? Oui, c'est une possibilité, hein, parce qu'aujourd'hui, l'Amérique est extrêmement divisée, hein. Comme vous l'avez indiqué, moi, je regarde les chiffres de vote, hein. Il y a 2,5 millions d'écart sur 150 millions, hein, entre le camp de Trump et le camp de Biden. En nombre de voix, il y a 2,5 millions sur les 150 millions. Trump fait 77 millions et demi et en gros, un poil près, hein, Harris a fait 75 millions de voix. Donc l'Amérique est coupée en deux, et ce qui coupe en deux l'Amérique en large part, vous l'avez dit, hein, et les gens ont décidé de ne pas voter Harris parce qu'ils ont majoritairement voté pour la paix. Le peuple américain veut la paix. C'est une bande de farfelus au sommet de l'État, hein, une équipe de gangsters, on va dire, hein, les néocons, hein, pour ne pas les citer, hein, qui veulent la guerre. C'est cette oligarchie financière, hein, cette oligarchie de l'ombre, hein, qui veut la guerre. Bon, est-ce que on cherche à obtenir la guerre avant l'investiture de Trump? C'est très probable, hein. C'est un essai. Et surtout, ils veulent cette guerre en essayant de la faire partir à partir de la Russie pour que le monde entier puisse voir, c'est pas l'OTAN, c'est la Russie qui fait ça. Ouais, ouais. Hein. Donc on provoque, on provoque, on provoque, hein, pour essayer de donner le départ de la guerre importante, nucléaire éventuellement, à la Russie. Donc je ne sais pas jusqu'où vont aller ces provocations, hein, mais on est dans le... Mais, général de Lavarde, en fin connaisseur justement des États-Unis, est-ce que le Pentagone, c'est-à-dire les militaires, hein, pas les services d'enseignement, pas la CIA ou les autres hein, organisations de barbouzes qui font qui mettent le feu partout dans le monde et qui sont proches des néoconservateurs, est-ce que les militaires qui savent ce que c'est que la guerre et qui savent que les choses vont leur tomber d'abord sur la tête à eux, est-ce qu'ils sont conscients, est-ce qu'ils marcheront dans une telle combine? Non, non, je pense qu'il y a, comme vous l'avez dit aussi dans la question précédente, hein, il y a aujourd'hui un bras de fer à l'intérieur même de l'administration Biden entre les gens raisonnables, hein, c'est-à-dire les militaires qui savent ce que c'est que la guerre et qui n'ont pas spécialement envie de la faire, hein, euh, et, et le, l'État profond, hein, l'oligarchie néoconservatrice, hein, celle-là, elle veut la guerre, mais
elle l'a jamais faite, hein, et elle connaît pas les réelles capacités de l'Amérique. Or, l'Amérique aujourd'hui, je suis au regret de le dire, elle n'est pas en état de faire la guerre, hein. C'est-à-dire que pratiquement tout ce qui faisait sa puissance encore hier, dans les années 90, hein, a peu à peu pris de l'âge, hein, et à force de mener des safaris un peu partout dans le monde, hein, l'armée américaine a totalement perdu les savoir-faire en combat de haute intensité. Hein. Et leur matériel, je le dis, sont obsolètes, y compris leur matériel nucléaire. Hein. Et je ne cesse de le répéter, les Minuteman, qui constituent l'essentiel de la force de dissuasion nucléaire américaine, ont plus de 50 ans d'âge et étaient sur le point d'être remplacés, sont sur le point d'être remplacés pour obsolescence. Donc, on ne fait pas la guerre avec des matériels qui sont plus ou moins obsolètes contre quelqu'un ou contre un pays qui est à l'avant-garde de toutes les réalisations aujourd'hui constatées, hein, sur le terrain, comme le missile Oreshnik, mais pas que. Hein. Vous avez les Sarmat, vous avez ces drones sous-marins, hein, qui sont eux aussi, qui naviguent à des vitesses extraordinaires. Hein. Vous avez tous ces armements qui ont déjà été annoncés il y a plus de 5 ans par Vladimir Poutine et qui sont en service dans vos armées. Hein. Donc ça, bon, les militaires du Pentagone le savent et ils ne veulent pas du tout rentrer dans ce jeu-là. Hein. Ils savent très bien qu'ils la perdront, la guerre. Hein. Moi, je discute assez souvent avec des militaires américains. Ils savent très bien aujourd'hui qu'ils ne font plus le poids. Ils font plus le poids. Et si l'Amérique ne fait plus le poids, l'Europe la fait encore moins. Donc, on a des. Je ne comprends pas, hein, dans une cour de récréation, quand on est tout petit, hein, un petit va pas gratter va pas irriter le grand. Il va pas provoquer le grand, parce que sinon, il se prend une grosse claque dans la figure, et puis voilà, il rentre chez lui en pleurant. Eh ben, c'est ce qui va arriver, hein, je regrette, hein, aux Occidentaux s'ils persistent lourdement à faire. Et ça, le monde entier le regarde. Le monde entier le regarde et le monde entier bascule progressivement du côté de la Russie. Hein. Je regarde la stupeur chez les Occidentaux de ce qui vient de se passer en Roumanie. Pensez Oui, donc, oui, oui, le oui. parti pro-russe d'un pays de l'OTAN, la Roumanie, vient de gagner la première place au premier tour de l'élection présidentielle roumaine. C'est stupéfiant. Et ça, l'Occident s'y attendait pas. Il s'y attendait si peu qu'il n'avait même pas pris la précaution, comme il l'a fait en Moldavie ou ailleurs, de préparer la fraude électorale, hein, via les ambassades et via les votes de la diaspora pour gagner. On n'avait même pas prévu ça, hein, tellement on était sûr que la Roumanie, pays de l'OTAN, était très fermement attaché à l'UE et à l'OTAN. Or, c'est bien un parti anti-OTAN qui vient de gagner et de conquérir la première place à l'élection présidentielle roumaine. Et ça devrait quand même faire réfléchir, hein, les Occidentaux et les membres de l'UE. Les membres de l'UE devraient se dire, mais comment se fait-il que ces gens qui, encore hier, il y a un mois, un an, 2 ans, rêvaient encore d'OTAN et d'Union européenne et qui aujourd'hui nous rejettent? Ben, ils rejettent parce qu'ils s'aperçoivent que l'UE et l'OTAN sont des organisations en voie de disparition, en voie de déclin, en voie d'effondrement. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que et dont les valeurs, bien sûr, ne correspondent plus du tout à ce que les Roumains espéraient trouver dans l'UE et dans l'OTAN. Donc, c'est le Et nombre de surtout, pays qui aujourd'hui basculent d'un côté à l'autre. Hein, ça n'est plus seulement la Hongrie et la Slovaquie, hein, mais on l'a vu, la Géorgie, elle est très partagée. En tout cas, elle est pour améliorer les relations avec la Russie, la Roumanie aussi, et puis même la Moldavie. Hein, si on n'avait pas eu la fraude électorale qu'il y a eu avec la diaspora, hein, puisque ouais, ouais. Maïa Sandu n'est que la présidente de la diaspora, en fait. Voilà. D'accord. Alors, Général de l'Ordre, j'aimerais bien replacer ça pour que on ait quand même une vision longue dans l'histoire de ce qui se passe actuellement,
pour que nos auditeurs comprennent très bien pourquoi nous disons que ce conflit n'est pas entre la Russie et l'Ukraine, mais entre la Russie, qui représente le monde nouveau, et l'hégémonie occidentale. Alors, si on replace justement le conflit actuel en Ukraine à long terme, euh, et la guerre par procuration en Ukraine dans un contexte historique plus large, le conflit en Ukraine, on peut dire que n'a pas commencé en février 2022. Il n'a même pas commencé avec le coup d'État soutenu par la CIA à Kiev contre un président élu en février 2014. Et je rajoute aussi, même il n'a même pas commencé avec la révolution orange financée par les États-Unis en Ukraine en 2004. Ce conflit remonte au moins à la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945, lorsque les États-Unis et leurs alliés ont immédiatement réagi avec les alliés, mais surtout les Britanniques qui ont pensé ça, réagi en créant la guerre froide avec leur nouvel instrument impérialiste, l'OTAN, en partie en déployant des collaborateurs fascistes ukrainiens tels que Stepan Bandera pour attaquer secrètement la Russie. Et après la Seconde Guerre mondiale, la CIA et les services britanniques ont aussi euh, utilisé les vestiges nazis comme le maître espion, le général Reinhard Gehlen, se sont unis dans leur objectif avec le MI6, MI6 britannique pour vaincre l'Union soviétique. Et ce qui se passe actuellement en Ukraine est dans la lignée de tout ça et l'aboutissement d'un conflit systémique ou systématique essentiellement axé sur la projection et le maintien de la puissance impériale occidentale. Alors, général Delawane, l'émergence de la Russie, de la Chine, des BRICS plus 13, de l'OCS et du Sud global a amplifié l'angoisse, justement, impérialiste et l'hostilité absolue de l'Occident à préserver son pouvoir et ses privilèges mondiaux. Mais ma question par rapport à cette donc, profondeur historique, l'utopie hégémonique occidentale est-elle encore tenable, notamment dans le contexte du génocide des populations palestiniennes de Gaza et libanaises par l'armée israélienne? Non, non, c'est terminé, hein. Le monde a regardé effaré ce qui s'est passé depuis février 2022, hein. Les votes à l'ONU ont complètement changé, hein. On voit bien que lorsque que Poutine, qui a peut-être aux yeux des Occidentaux et des médias, toujours pareil, les médias nous montent des narratifs, font de la mousse et essayent de faire croire au reste du monde que la Russie ont essayé de faire croire au reste du monde que la Russie était isolée, etc., etc. Non, aujourd'hui, on est bien d'accord, hein, ce que vous venez de dire est juste. Le- L'hostilité des Anglo-Saxons envers la Russie ne date pas de Maïdan et ni même de l'effondrement de l'Union soviétique. Elle date de bien avant, elle date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et tout ça s'est mis en place progressivement. Et aujourd'hui, bon, la bascule, on peut dire que la bascule s'est faite au début des années de 2020-2022. Hein. Et maintenant, on assiste au creusement de l'écart. L'écart se creuse toujours plus entre les BRICS plus 13 et, et et l'hégémon occidental. Et ce qui contribue aussi à accentuer cette affaire-là, c'est effectivement, vous l'avez dit, l'affaire de Gaza. Hein. Euh, L'Occident se targuait de références morales, de la démocratie, de droits de l'homme, etc., etc. Hein, ce qui faisait quelque part, qui était cru par certains pays du tiers-monde, hein, qui accordaient à l'Occident un certain crédit. Ce crédit est complètement effondré, s'effondre tous les jours un peu plus avec ce qui se passe tant en Ukraine qu'à Gaza. Hein, le monde entier Et au observe tout ça. Liban. Et au Liban, en plus. Et au Liban, tout à fait, ouais. Et au Liban, hein. Donc au Liban et en Syrie. On voit bien que Israël, qui est le proxy du monde otanien dans le Moyen-Orient, hein,
bombardent tous azimuts. Ils savent plus où ne pas bombarder, quoi. Ils bombardent à Palmyre, ils bombardent à Beyrouth, ils bombardent partout et ils lancent des tonnes de bombes qui leur sont fournies par des complices de criminels de guerre, hein. Aujourd'hui, l'Amérique, selon la Cour pénale internationale, est en train d'assister, d'aider, d'armer un État génocidaire, Israël, et se fait complice en faisant des choses pareilles, hein. Moi, je suis effaré de voir l'Allemagne de M. Scholz, qui apparaît de plus en plus sur la scène internationale comme un chien battu, hein. Il ne sait plus où se mettre, hein. Mais son État, l'Allemagne, a été l'initiateur d'un génocide il y a 85 ans, hein, ou 80 ans, entre 40 et 45 lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, l'Allemagne est réticente à appliquer les décisions de la Cour pénale internationale, hein, en disant: Ah, mais il y a eu le précédent de la Deuxième Guerre mondiale. Elle remonte. Elle a été initiateur d'un génocide et elle est aujourd'hui complice d'un autre génocide en fournissant à Israël 30% de l'armement, 30% de l'armement utilisé pour massacrer les gens. On voit bien que ce n'est pas une guerre, hein, au Proche-Orient. C'est un massacre, c'est une boucherie, c'est un génocide. Il faut utiliser les mots, hein. Les mots ont Ouais. leur sens. D'accord. Alors, Général de Lavarde, euh, revenons maintenant à ces risques-là d'atteinte d'installation ou de cible à l'intérieur du territoire russe. J'aimerais bien rappeler un incident très grave qui, heureusement, n'a pas dégénéré. Alors, c'est celui du dimanche 26 mai, quand les forces russes effectuaient un exercice en impliquant des armes nucléaires. Alors, un drone ukrainien est parvenu à frapper une station radar d'alerte avancée à Voronezh, qu'on appelle Voronezh M, située dans la ville d'Orsk, dans la région d'Orenbourg. Donc, une cible qui se trouvait de près à 1800 km. Et le système en question permet de détecter les missiles balistiques et de croisière en cas d'attaque nucléaire extérieure. Donc, un autre système russe d'alerte précoce dédié aux armes nucléaires, situé près de la ville d'Armavir, dans le sud de la Russie, a été également endommagé lors d'une attaque d'un drone ukrainien dans la nuit de mercredi à jeudi 23 mai. Et ce système est capable de repérer des armes nucléaires à une distance de 6000 km et chargé de surveiller l'espace aérien au-dessus de la Crimée et du sud-ouest de l'Europe jusqu'à l'océan Atlantique. Alors, dans le cadre de la nouvelle doctrine nucléaire russe, parce que ce que disent les médias, j'aimerais bien justement qu'on montre que le changement de la doctrine nucléaire russe n'est pas parvenu, c'est pas un coup de tête, c'est-à-dire c'est pas en réaction à quelques missiles qui ont été tirés, mais c'est un processus, c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis que les États-Unis se sont retirés de tous les accords qui permettaient de limiter les armements nucléaires, et en particulier le FNI, le dernier, que Trump lui-même en 2019 a abandonné et qui a ouvert la porte justement à ce genre de réarmement. Alors, si des installations semblables étaient touchées par des missiles livrés par les Occidentaux à l'Ukraine, quelle serait l'évolution de la situation? Oui, là, je maintiens, hein, c'est proportionnel au dommage subi. Hein, si le dommage est spectaculaire avec un bâtiment qui s'écroule, euh, mais que le cœur du système continue à fonctionner comme avant, ou à très peu près, et nécessite éventuellement quelques réglages, hein, ça n'est pas Poutine, qui est un homme mesuré, hein, ne ripostera pas comme les Occidentaux le feraient, hein, comme les fous furieux de néoconservateurs états-uniens et européens le feraient. Hein. Donc il faut. Moi, je ne pense pas qu'on déclenche une guerre nucléaire pour ça, hein. Poutine déclenchera une guerre nucléaire le jour où la Russie aura
aura vraiment eu mal. Hein. Et pour l'instant, la Russie, même pas mal, hein, j'allais dire. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, les médias occidentaux qui sont coutumiers du fait, hein, qui vous construisent des narratifs. Moi je m'amuse beaucoup, je vais vous faire une confidence, hein, je m'amuse beaucoup aujourd'hui à voir ressortir le narratif qu'on nous a expliqué il y a déjà plus d'un mois, hein, qui a été initié par les Occidentaux. C'est un nouveau narratif des Coréens du Nord qui seraient dans la région de Koursk en train de se Ouais, battre aux côtés des Russes et qui feraient et dont les Ukrainiens, selon leurs médias, évidemment, leurs médias qui sont comme les nôtres, hein, qui mentent comme ils respirent, hein, les médias ukrainiens ont dit on en a tué 500, hein, pas un de moins, hein, c'est pas 499 ni 501, hein, et il y avait trois officiers là-dedans. Bon, ces scénarios sont à mourir de rire. Hein. Ils me rappellent la poudre de perlimpinpin, les narratifs ouais, des médias occidentaux, la poudre de perlimpinpin de M. Colin Powell à l'ONU, hein, parlant des armes de destruction massive de l'Irak, ou alors de cette pauvre les couveuses du Koweït, l'affaire des couveuses du Koweït avec cette fille sortie d'une ambassade de, du Koweït, hein, ou de je ne sais trop quel pays, et jouant le rôle de la pauvre, la pauvre victime, quoi, et faisant ouais, ouais. pleurer le monde entier pour déclencher une guerre. Donc des faux prétextes. Hein. Donc l'affaire coréenne, moi je trouve qu'il devrait quand même, et je m'attends à ça. Vous voulez que je vous dise le scénario auquel je m'attends? Eh Oui, bien, ils vont vous sortir un Sud-Coréen, hein, d'une ambassade de Corée du Sud dans les pays occidentaux. Hein, il y en a plein, hein, des Sud-Coréens. On va s'en prendre un, on va le déguiser en Nord-Coréen et on va dire qu'il a été fait prisonnier par, par les Ukrainiens et il va faire une confession horrible en disant on a été forcé d'aller se battre pour la Russie. C'est ce genre de narratif bidon et très amusant d'ailleurs, hein, qui ne convainc que les gogos, hein, les bobos des grandes villes françaises. Hein, il y en a encore, hein, qui se laissent émouvoir et convaincre par ce genre de narratif bidon. Mais ils n'ont jamais fait de renseignements, hein, ils n'ont jamais regardé la plausibilité des choses. Hein. L'affaire des Nord-Coréens, c'était très amusant. Hein. Jamais, ça n'était, c'est complètement débile de dire que des gens vont être incorporés. Ils ne parlent pas la même langue, ils ne parlent pas à des unités russes, à des manœuvres russes en pleine guerre. Bon, peut-être qu'ils pourraient être incorporés ailleurs, mais certainement pas sur un front très actif comme celui de course. Hein, donc on est dans le narratif bidon, hein, qui est construit pour essayer de rassurer les populations ukrainiennes. Hein. Les populations ukrainiennes sont très contentes quand Zelensky leur annonce une énorme victoire. On a tué 500 Coréens du Nord qui combattaient aux côtés de la Russie. Hein, ça rassure la population et une population naïve, hein, qui croit encore ces dirigeants, qui sont des dirigeants menteurs. Hein, comme Pompeo nous l'avait dit, hein, nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé. C'est comme si nous avions reçu des cours de formation complets pour apprendre à le faire. Hein, c'est ouais. ça l'Occident. L'Occident otanien aujourd'hui est devenu quelque chose de assez extraordinaire. J'avoue que je suis surpris tous les jours par l'ampleur des narratifs mensongers qu'on nous raconte, hein, de partout, hein, partout. D'accord. Alors, par rapport, donc, dans le contexte actuel, j'aimerais rappeler quelque chose et vous demander votre avis sur ça. Alors, j'aimerais rappeler que les États-Unis, c'était lors du premier mandat présidentiel de George Bush, avaient changé leur posture nucléaire euh, et en la transformant en une posture qui autorise le recours aux armes nucléaires en première frappe préventive. Donc, mettons ainsi la fin à la doctrine de dissuasion. Et le secrétaire à la défense de Barack Obama, Ashton Carter, en 2016, a rappelé dans une base aérienne de Kirkland dans le Nouveau-Mexique, où il dit, c'est notre doctrine maintenant et nous n'avons aucune intention de changer cette doctrine. Donc,
Dans la vision géopolitique américaine, les traités de non-prolifération nucléaire, salués donc par tous les médias, ne sont que donc des accessoires rejetés dès qu'ils interfèrent un peu avec leurs objectifs impériaux et ainsi de suite. Et donc, et puis, on a de la même manière, Donald Trump dénonça le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le FNI, signé donc en 1987 afin de placer de tels missiles sur le pourtour de la Chine. Alors, général de Laval, il est évident que ni les Russes ni les Chinois ne sont dupes de ces tactiques. Et ainsi, au vu de ces événements, est-il légitime de penser que Washington, ou disons les choses comme elles sont, l'État profond qui voudrait créer un incident pour qu'il n'y ait pas de changement de pouvoir ou de transition de pouvoir aux États-Unis dans de bonnes conditions, pourrait réfléchir à l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine. Oui, non, ça serait suicidaire pour les pauvres, les, les pauvres Américains, les pauvres États-Uniens, hein, qui utiliseraient l'arme nucléaire en premier. Alors je sais qu'ils n'ont plus grand-chose à perdre, hein, dans la mesure où le monde entier aujourd'hui les voit comme comme l'axe du mal, hein. L'axe du mal aujourd'hui, ça n'est plus ce que les États-Unis proposaient au monde autrefois. L'axe du mal aujourd'hui, c'est l'Occident otanien, hein, qui est devenu l'axe du mal aux yeux de la majorité planétaire, hein. Donc, les États-Unis n'ont pas grand-chose à perdre, sauf qu'ils ont à perdre la vie de leurs citoyens, hein, et la prospérité qui leur reste, hein. L'économie américaine va s'effondrer, c'est une certitude, mais ça va prendre du temps. Ça ne se fera pas en quelques mois. Ça peut prendre un an, 5 ans, jusqu'à 10 ans, hein. Et l'effondrement peut être progressif, hein, comme l'a été peut-être la, l'effondrement de l'ex-Union, l'effondrement économique de l'ex-Union soviétique, hein. Donc moi, ce que je pense, c'est que demain, ce qui va se produire, c'est une espèce de revanche de 1990. En 1990, l'ex-Union soviétique s'est effondrée pour des raisons économiques. Eh bien, demain, l'axe du mal occident-otanien, hein, va s'effondrer également pour des raisons économiques. Et l'effondrement se déroule actuellement sous nos yeux, hein. Ceux qui veulent bien regarder les choses, hein, vous avez des experts économiques en France, hein, pas qu'un. Vous en avez des dizaines qui vous décrivent ça en long, en large et en travers. Le monde occidental, occident-otanien, est en train de s'effondrer. Alors ça se passe progressivement, mais ça se passe tous les jours un peu plus. D'accord. Alors, une dernière question par rapport à cette thématique. L'arsenal nucléaire chinois n'est pas encadré par aucun traité. Donc, ce qui laisse à la Chine la possibilité de produire, stocker et déployer autant de missiles nucléaires qu'elle le souhaite. Donc, tout en opposant une fin de non-recevoir aux tentatives américaines de nouer un dialogue stratégique avec eux en matière de contrôle des armements, Pékin a mis à profit la dernière décennie, et beaucoup d'experts le disent, pour développer sa triade nucléaire avec de nouveaux missiles, apparemment qui pourraient être même hypersoniques. Alors, Général de Lawad, la mise en service de nouvelles armes hypersoniques et l'assistance que Moscou compte fournir à la Chine en vue de la construction d'un radar d'alerte avancé, annoncé par le président Poutine en octobre 2019 lors du forum de Valdai, augure-t-elle d'une coopération dans ce domaine contre l'hégémonie occidentale? Et est-ce que ça, si oui, est-ce que ça serait le pivot autour duquel va y avoir un changement radical dans la structure de défense internationale et de sécurité internationale? Oui, je pense que la Russie et la Chine aujourd'hui ont intérêt à coopérer parce que ce sont deux pays qui ont été Explicitement. qui ont été nommément cités dans le concept stratégique de l'OTAN d'avril 2022, du printemps 2022, comme Ouais. des adversaires de l'axe OTAN, l'axe occident-otanien. Donc,
ils sont en train de coopérer. Aujourd'hui, par le fait que leur recherche aujourd'hui est beaucoup plus performante en nombre de brevets déposés dans le monde, la Chine et la Russie déposent beaucoup plus de brevets que l'Occident otanien aujourd'hui, hein. Ils prennent la distance en matière de progrès technologique, hein. Aujourd'hui, l'Occident otanien vit sur son passé, hein, vit sur sa gloire passée, alors que la Russie et la Chine, eux, ont résolument franchi des pas vers l'avenir, hein. Et donc, c'est ça qui est en train de se passer sous nos yeux. Donc, si vous voulez, l'Occident otanien, aujourd'hui, euh, se trouve face à un duo relativement bien soudé parce qu'il a intérêt à l'être. C'est l'intérêt de la Chine et de la Russie de faire front commun contre un ennemi qui reste encore puissant et qui a encore un pouvoir de nuisance. Mais ce qu'on constate, je le répète, c'est que le pouvoir de nuisance de cet Occident otanien est en train de s'émousser au fil du temps et que ceux qui prennent l'ascendant à la fois économique mais également technologique petit à petit, hein, la 6G, c'est la Chine qui l'a mis en place. Le premier, le premier atterrissage sur la face cachée de la Lune, c'est la Chine. Hein. Donc il y a tout un tas de données technologiques aujourd'hui qui montrent que la Chine et la Russie en matière d'armement notamment, hein, on l'avance, on de l'avance sur les Occidentaux qui se sont laissés prendre au piège de leur condescendance, de leur supériorité présumée. Ils croyaient qu'ils étaient encore supérieurs. Et là, ils découvrent petit à petit que c'est fini. C'est fini et c'est chaque jour un peu plus fini pour eux. C'est-à-dire que la bascule s'accentue et s'accélère chaque jour en faveur des BRICS 13, hein, et bien sûr de la Chine, et de l'axe Russie-Chine. Donc le monde entier s'en aperçoit, hein, et le monde entier est en train je le répète pour la xème fois, hein, il a Mhm. basculé et il a basculé notamment dans l'affaire de Gaza, hein. On voit des votes à l'ONU où l'Amérique est bien isolée, hein. Alors, bon, elle a toujours ses vieux compagnons de route avec la Micronésie ou la Papouasie. Enfin, bon, pour être sérieux, en dehors des USA, hein, même l'Union européenne, dans certains votes, est en train de prendre ses distances à l'ONU vis-à-vis des votes des USA, hein. On l'a vu récemment, hein, sur le cessez-le-feu à Gaza, hein, sur une proposition de 10 membres non permanents du Conseil de sécurité. Tous les membres permanents, à l'exception des États-Unis, ont voté avec les membres non permanents. Vote 14 contre 1. Donc on voit bien que les États-Unis, s'ils avaient dessous de jugeote, ils devraient commencer à se poser des questions en se disant, mais comment se fait-il que nous ne soyons plus la première puissance du monde, l'hégémon du monde, hein? Mais je rappelle là encore que sur le plan économique, hein, les États-Unis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était 50% du PIB PPA, parité de pouvoir d'achat, du monde entier. La moitié du PIB mondial, c'était les États-Unis en 1945. Aujourd'hui, ça n'est plus que 14% et ce chiffre continue de baisser année après année. Hein. Donc, les États-Unis aujourd'hui sont un État comme un autre, hein, il vit encore sur son passé, hein, sur sa puissance passée, hein, mais qui doit s'attendre un jour ou l'autre à céder la place, hein, ou en tout cas à céder la place à un monde multipolaire, hein. Le monde multipolaire est là, hein. Et Et de ce point de vue, général de Lawad, euh, le sommet du G20 qui s'est tenu donc à Brasilia a vu justement toutes les thèses du G7, États-Unis, OTAN, euh, complètement écartées comment dirais-je, du de la débat. déclaration finale, de ce sommet. Euh,
Donc, malgré tout ce que le vacarme que les Français et les Allemands ont fait pour que une condamnation au moins de la Russie soit intégrée, soit intégrée justement à cette déclaration. Et moi, ce qui a attiré mon attention, c'est une publication par Bloomberg dans sa couverture donc, du sommet qui dit si le sommet du G20, donc de Rio, a montré quelque chose, c'est que l'Occident ne mêle plus la danse. Voilà. Donc, tout est dit, tout est dit. Et juste après, justement, le président chinois et le président Lula se sont rencontrés à Brasilia. Ils ont décidé d'énormes projets dans plusieurs domaines. Et Lula a déclaré que ce que font la Chine et le Brésil ensemble a des répercussions dans le monde entier. Et je rappelle que d'un point de vue géopolitique, 10 ans en arrière, cela ne pouvait pas être envisagé parce que les États-Unis ont toujours considéré l'Amérique latine comme étant leur chasse gardée, comme l'arrière-cour de leur hégémonie. Et alors, comment analysez-vous ce côté de la géopolitique et de la géoéconomie mondiale? Et puis, l'économie sera-t-elle l'arme qui tranchera le conflit géostratégique entre les puissances occidentales et eurasiennes? Oui, alors pour moi, c'est clair, hein, la réponse à la dernière question, hein, c'est l'économie qui va trancher effectivement le, le bras de fer entre l'Occident otanien et la majorité planétaire, on va dire, puisque l'Occident otanien est aujourd'hui isolé sur la planète, hein, par la majorité planétaire. Moi, ce que je voudrais dire au sujet du G20, effectivement, ce que vous avez très justement souligné, hein, c'est que la France et l'Allemagne, qui croyaient être encore des pays qui comptent, ne comptent plus, hein, au sein du G20. Je regrette de le dire, hein, mais quand vous regardez en parité de pouvoir d'achat, hein, la Russie, par exemple, est aujourd'hui largement devant la France et largement devant l'Allemagne. Ouais, Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est le FMI qui le dit. ouais, ouais. Et c'est la Banque mondiale qui le dit. La Hein, quatrième économie du monde actuellement. oui, oui, c'est la quatrième économie du monde, hein. Donc, au G20, vous avez, en parité de pouvoir d'achat, vous avez la première économie du monde, qui est la Chine. Vous avez la troisième, qui est l'Inde. Vous avez la quatrième, qui est la Russie. Et puis, vous avez derrière des pays qui ne sont pas encore. Vous avez l'Indonésie, qui, sauf erreur de ma part, est un des 13 pays qui viennent de se faire partenaire des BRICS, Ouais, hein, ouais. l'Indonésie. Donc, vous avez, à la limite, aujourd'hui, vous avez le G7 d'un côté, au sein du G20, vous avez le G7 d'un côté, et vous avez 13 pays qu'on peut qualifier de la majorité planétaire et qui ne sont pas du tout en phase avec le G20, hein, avec le G7, hein. Et donc, le G7 est isolé au sein même du G20, hein, par les autres. Moi, ce qui me frappe, c'est que ces présidents, Macron, Scholz, etc., qui croient encore qu'ils peuvent compter sur la scène internationale et qui essayent de faire croire ça à leur propre population, hein, par des émissions en disant le président a fait ci, le président a fait ça. Moi, ce que je vois, hein, une émission qui n'a pas été trop diffusée en France, c'est l'accueil triomphal reçu par M. Macron en En Argentine. Argentine. En Argentine, hein, bon. Il n'a eu que, à l'arrivée, aucun officiel n'était là pour lui serrer la main. Ouais, Pas, ouais. pas évidemment le président, mais même pas, il y avait que les bagagistes. Et le président français a été obligé de serrer la main aux bagagistes. C'est une humiliation sans précédent que je n'ai jamais vue dans l'histoire de la Ve République. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'un tel affront est infligé à un dirigeant français. Jamais j'ai vu ça. Bon, et ça, évidemment, nos médias n'insistent pas là-dessus parce que nos médias sont subventionnés, hein, ils ont leur narratif à raconter, hein, et ils préfèrent insister sur les grandes réalisations de leur président, hein, qui les subventionnent, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Donc aujourd'hui, si vous voulez, effectivement, c'est bien l'économie qui va emporter le morceau dans ce bras de fer mondial. Et pour l'instant, bon, tous les indicateurs montrent
que la victoire économique ne sera pas acquise par l'Occident otanien qui ne dispose d'aucun moyen pour la gagner. L'Occident otanien n'a pas de matière première ou n'en a presque plus, hein. Il avait de la matière grise, l'Occident otanien, mais elle est en voie de disparition rapide, hein, la matière grise dans l'Occident otanien, hein. Les systèmes éducatifs, notamment en France, hein, sont dans un état lamentable, catastrophique. On y apprend davantage à s'ébattre sexuellement plutôt qu'à lire, à écrire et à compter, quoi. Donc, quand on en arrive là, c'est que l'État est arrivé au bout du bout, quoi, hein. C'est l'effondrement de l'Empire romain, hein. On a toutes les caractéristiques de l'effondrement de l'Empire romain sont actuellement observables dans l'Empire ottanien, hein. C'est actuellement ce qui est en train de se produire, hein. Déchéance des valeurs, déchéance de l'éducation, déchéance de l'économie, hein, déclin de l'économie. On est le monde occidental aujourd'hui, force est de le reconnaître. Et je suis le premier attristé parce que mes enfants et mes petits-enfants devront vivre dans ce monde, hein, mais ce monde est en perdition aujourd'hui, est en perdition. Voilà. Général Dominique Delawarde, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans une autre émission pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Ben, merci à vous, hein. Il est bon que l'opinion mondiale, y compris l'opinion de l'Europe de l'Est, soit informée que tous les gens à l'Ouest ne sont pas des benets, hein, qu'il y en a encore quelques-uns qui ont un cerveau, hein, et qui savent s'en servir et qui essayent de réinformer leurs concitoyens d'abord, parce que moi, ce que j'essaye de faire essentiellement, hein, c'est de réinformer mes concitoyens pour qu'ils se réveillent et pour qu'ils se dotent de dirigeants d'une autre trempe de ceux qui sont arrivés au pouvoir par les manipulations médiatiques, hein, par des coups d'État médiatiques ou institutionnels, comme est arrivé au pouvoir celui qui nous dirige aujourd'hui. Donc, merci encore une fois, Général Delawarde, et à très bientôt.